Salut tout le monde, c'est Antoine. Ce dimanche 17 octobre, au soir du meeting de Jean-Luc Mélenchon à Reims, j'étais l'invité de LCI pour revenir justement sur cette convention de l'Union populaire qui avait lieu à Reims et sur ce discours de Jean-Luc Mélenchon. Alors c'était une émission où il y avait 6 personnes en plus de moi sur le plateau, donc ça aurait pu tourner à des situations que vous connaissez régulièrement quand il y a plusieurs personnes sur les plateaux, mais finalement j'ai trouvé que même si les intervenants étaient assez caricaturaux dans leur prise de position, pardon, il était possible quand même de dire des choses de fond et je trouve que l'ambiance générale sur le plateau permettait de dire des choses de fond. Je vous laisse regarder cette émission qui était beaucoup consacrée aux questions de pouvoir d'achat, ce qui est pour une fois rare et assez intéressant. Et puis comme toujours, je vous retrouverai à la fin. Bonsoir ou rebonsoir, 5 visages marquent la campagne ce soir, l'accélération de la campagne électorale. Éric Zemmour, pourquoi pas ministre de Marine Le Pen, dit Jordan Bardella, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse et Michel Barnier qui soupèsent leurs chances. Ils vont petit déjeuner ensemble dans quelques jours, ce sera mardi. Mais d'abord, Jean-Luc Mélenchon, on se rappelle qu'il avait été très haut en 2017 avant de déchanter. Cette fois, il y croit. Oui, la victoire est possible, elle est à portée de petits points. Voilà comment Jean-Luc Mélenchon, crédité de 8% des voix dans notre dernier sondage IFOP-LCI, a commencé son discours ce matin au Parc des Expositions de Reims. Discours qui refermait la convention de la France Insoumise, l'un des premiers grands rendez-vous de sa troisième campagne. Jean-Luc Mélenchon qui a rappelé quelques-unes de ses propositions, car lui a un programme, dit-il, contrairement aux autres candidats, retraite à 60 ans par exemple, mais aussi la fin des guerres s'il est élu et le retrait de l'OTAN. Écoutez. À qui a-t-on demandé de faire la guerre du Mali? Cela nous coûte 2 millions d'euros par jour. C'est la guerre la plus chère que la France ait faite depuis la guerre d'Algérie. La France est une nation pacifique. Et si vous m'élisez, nous cesserons les guerres. Aucune alliance ne vaut si le peuple n'y consent. Et moi, je vous demanderai de consentir à sortir de l'OTAN, dans laquelle nous n'avons rien à faire, dans les aventures militaires perdues d'avance des États-Unis d'Amérique. Et au cours de son discours qui a duré un peu plus d'une heure, Jean-Luc Mélenchon s'est exprimé également sur le dossier énergétique. S'il est élu, il arrête le nucléaire. Il n'y aura pas de mini-réacteur si nous gagnons l'élection présidentielle. Et nous fermerons tous les réacteurs nucléaires de ce pays, parce qu'ils nous mettent en danger, parce que nous ne sommes pas indépendants, car l'uranium n'existe pas en France. Voilà, Jean-Luc Mélenchon à l'offensive avec son communicant numérique. Antoine Léaumont, je le rappelais tout à l'heure. Regardons l'état des sondages, ça a été un des événements de ce week-end. Effectivement, Jean-Luc Mélenchon, premier à gauche, tout à fait nettement. Mais on voit qu'il y a relativement peu de réserves. Yannick Jadot, 7%, Anne Hidalgo, 5%. Où est-ce qu'on peut aller chercher des voix pour monter, comme il le dit, à quelques petits points du second tour? Chez les abstentionnistes, parce que ce que ne dit pas ce que vous montrez dans ce sondage, c'est le niveau de l'abstention qui est prévu par l'IFOP, qui est évalué à autour de 50%. Donc il y a deux hypothèses, soit l'IFOP se plante complètement, et les sondages se sont régulièrement plantés dans les élections précédentes, on l'a vu notamment dans les élections régionales, soit il y a un vrai problème démocratique dans notre pays, et quel que soit le président de la République élu, s'il y a 50% de gens qui s'abstiennent, je pense qu'il n'aura pas la légitimité pour aller jusqu'au bout de son mandat. Donc maintenant, nous, ce que nous voulons faire, c'est mobiliser justement ceux qui sont les moins représentés dans les sondages qui sont faits à l'heure actuelle, c'est-à-dire aller convaincre les jeunes, les classes populaires, ceux qui n'y croient plus, ceux qui, à l'heure actuelle, ont des soucis très concrets, comme réussir à mettre de l'essence dans la voiture. Ou on va en parler dans un instant. Antoine Léaumont. Nous, on veut aller les convaincre avec des propositions très concrètes. On l'a dit, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, nous avons un programme, on a pléthore de candidats, on attend juste qu'ils nous proposent ce qu'ils veulent pour la France maintenant. À votre crédit, les jeunes, c'est vous d'ailleurs, communication très offensive, le fameux Les Fraises de Jean-Luc Mélenchon. C'est vous, combien de vues à cette heure? 6 400 000, je crois, oui. Alors il y a sans doute un réservoir là de voix d'abstentionnistes, dites-vous, que vous pouvez aller chercher peut-être davantage que d'autres, mais enfin quand même, de 8% au second tour, on est un peu loin. Évidemment, beaucoup à gauche pensent à Anne Hidalgo. Elle s'est relancée vendredi, mais on l'a vu, elle est très basse dans les sondages. Est-ce qu'il y a une forme d'appel à Anne Hidalgo pour qu'elle se retire? C'est pas à moi de faire cet appel-là, c'est elle qui décidera ce qu'elle veut faire. Pour vous répondre simplement sur ce que vous dites, dans ce sondage-là, on est à 8%, dans d'autres, on monte jusqu'à 13%.
J'ai regardé un peu le niveau des sondages à la même époque dans la campagne de 2016. Nous étions à peu près au même niveau à cette période-là de la campagne présidentielle et ça ne nous a pas empêché de finir à 19% et avec 7 millions de voix. Je rappelle que Jean-Luc Mélenchon était à un niveau d'à peu près 10% jusqu'au dernier mois dans les sondages de l'élection présidentielle. Donc nous avons déjà fait notre capacité, la démonstration de notre capacité à rassembler. Je suis convaincu que Jean-Luc Mélenchon le fera de nouveau dans les derniers mois de la campagne présidentielle de 2022. Petit commentaire, on a un vieux routier de la gauche à votre gauche. Jean-Marie Le Guen. Est-ce qu'il y a là quand même, tout est relatif, malgré tout, effectivement, Jean-Luc Mélenchon est plutôt mieux placé que les autres, quoi. Oui, franchement très peu, presque dans la marge d'erreur des sondages. Donc, de ce point de vue, je serais moins affirmatif que vous, Darius, et peut-être moins optimiste que mon voisin. Pour le reste, effectivement, il ne faut pas se fixer que sur les sondages, loin de là. Ils renvoient une image à un moment donné. Maintenant, ce qu'on voit aussi, c'est que justement, Jean-Luc Mélenchon avait surpris en quelque sorte dans cette campagne présidentielle de 2017. Il y avait une Mélenchon-manie à un moment donné, on s'est dit il sera au second tour, voilà. Ça va être Mélenchon-Le Pen. Absolument, il y avait une dynamique, y compris en termes de communication. Là on voit bien que quelque part la machine est un peu cassée, qu'elle se répète. Et je ne vais pas citer... devant Jean-Luc Mélenchon, Karl Marx, sur le fait que quand l'histoire se répète... Elle bégaye. Elle bégaye, elle devient surtout une farce lorsqu'elle se répète. Donc, pourquoi vous dites qu'il y a une répétition ? Parce que je ne vois pas ce qui a changé dans Jean-Luc Mélenchon, si ce n'est dans son contenu, dans sa posture, si ce n'est que, justement, ça n'embraye pas vraiment à la différence de ce qui était perçu à l'époque, en 2017. Ce qui a changé, peut-être, c'est la droitisation du pays. C'est ce que la plupart des commentateurs disent, mais Jean-Luc Mélenchon le conteste. Écoutez-le. Non! Le pays n'est pas à droite, comme on voudrait nous le faire croire, parce qu'on essaie de lui bourrer le crâne avec des idées de racisme, de haine des musulmans et d'absurde égoïsme social, où le président de la République lui-même donne comme exemple qu'il faudrait rêver d'être milliardaire. Être milliardaire est une activité immorale qui ne se construit que sur la misère croissante des autres. Guillaume Roquette, contestation, le pays n'est pas plus à droite, dit Jean-Luc Mélenchon. Moi, je pense que Jean-Luc Mélenchon se trompe. D'abord, vous n'avez qu'à faire l'addition des sondages, même si ce n'est qu'une photographie. Si vous faites Le Pen plus Zemmour, plus le candidat à droite... Regardons le sondage. Ça fait... 50,5 au total, total des droites. Exactement. Moi, je pense que bien au contraire, la France n'a jamais été aussi à droite. Je pense que Jean-Luc Mélenchon est dans le déni, parce qu'effectivement, ça n'est pas une droite libérale, ce n'est pas une droite qui veut forcément moins d'impôts et plus de libre-échange. Non, c'est une droite qui veut... se défendre davantage, fermer ses frontières. Et le problème, c'est que ce sont des arguments qui touchent l'électorat de Jean-Luc Mélenchon. Et je pense que c'est pour ça que ça lui fait aussi mal. Parce que l'électorat populaire, il est parti assez largement de ce côté-là. C'est vrai qu'en 2016... Et là, Antoine Léaumont a raison, à cette même époque, Jean-Luc Mélenchon était à 12%. Et pourtant, il fait presque 20%. Mais à l'époque, il est peut-être moins connu qu'aujourd'hui. Et je pense qu'entre-temps, Mélenchon a perdu en présidentialité, notamment au moment de ses outrances. Souvenez-vous, quand son parti avait été perquisitionné. Je peux répondre simplement sur ça. Moi, je ne crois pas qu'il ait perdu en présidentialité. Au contraire, j'ai l'impression que c'est l'inverse. Si vous avez regardé et suivi l'ensemble de notre convention, ce que nous avons démontré, c'est effectivement, 1, nous avons un programme, 2, nous avons un candidat, 3, nous avons une équipe de gouvernement. J'aimerais qu'on me dise qui d'autre dans le paysage politique est capable d'aligner une équipe comme la nôtre et un programme, une stratégie aussi d'action. Chacun dit ça. Il n'y en a aucun qui viendra vous dire qu'il n'a aucune idée, franchement. Regardez juste la nature de cet événement. Il n'y a pas que les sondages qu'il faut regarder. Et vous le disiez, vous faites des calculs, mais qui sont que sur 50% de la population, ce qui est quand même un gros problème. Simplement, si on regarde un événement comme celui-ci, on constate qu'il y a 2000 personnes dans la salle. Elles ne viennent pas de nulle part. L'engouement qu'il y a autour de la candidature de Jean-Luc Mélenchon, j'attends qu'on nous montre chez qui d'autre elle existe pour l'instant, que d'autres nous fassent des rassemblements de masse comme celui-ci. Et honnêtement, je veux dire, il y avait des campagnes... Vous avez regardé les rassemblements d'Anne Hidalgo, ce que ça donne ? C'est tous des conseillers municipaux socialistes.
Oui, mais ceux Vous d'Éric voulez dire Zemmour, il y a que les beaucoup de autres ne monde. sont pas élus, ça c'est vrai. Enfin, il y a que des élus dans les rassemblements du PS, c'est quand même 2000 incroyable. personnes, je ne fais pas la comparaison avec qui À que ce Reims, soit d'autre. essayez de faire 2000 personnes à Reims avec le PS. J'attends de voir. On salue, Écoutez, on salue tous les gens de Reims vous rendez qui nous compte regardent. dans quel Non, mais monde vous vivez. j'attends de voir. Vous nous J'attends de dire voir ce que ça donne. que c'était un énorme rassemblement quand, je sais pas moi, la campagne de 2012 ou de 2017 a vu, y compris Jean-Luc Mélenchon, rassembler des dizaines de milliers de personnes. En mars, Place de la République. Tout à fait, en Bien. mars. Donc, ok. En mars, il y aura Alors 100 ne 000 nous personnes. dites pas que Le 2000 20 mars. personnes, c'est un 20 événement. mars. Mais Bien. 6 Deuxièmement, mois- vous 6 nous mois dites avant que vous l'élection. avez une équipe parfaitement à la différence des autres partis politiques. Oui. Excusez-moi. Je veux être vraiment désobligeant pour personne, mais personne ne connaît l'équipe de Jean-Luc Mélenchon. Moi, je suis un peu plus connaisseur que d'autres parce que j'ai crois pas. connu à d'autres moments Alexis Corbière, j'ai discuté avec Éric Coquerel, etc. Mais en avançant ces noms-là, j'ai pas l'impression que tous les Français qui nous regardent se disent « Ah bah oui, bien sûr ». Bon, Jean-Marie voilà, Le donc Guen. je veux dire... Jean-Marie Le Guen, équipe ou pas équipe, en tout cas un thème très important, c'est celui du pouvoir d'achat et c'est celui de la critique d'Emmanuel Macron sur le sujet. Emmanuel Macron qui a de la répartie, on va l'entendre aussi, mais là-dessus, Jean-Luc Mélenchon. Oui, Jean-Luc Mélenchon n'a pas tellement attaqué Éric Zemmour, si ce n'est sur le fait que le patron de la France Insoumise lui reproche de vouloir l'âge de la retraite à 64-65 ans. Pas tellement non plus Marine Le Pen, si ce n'est sur le fait qu'elle veut, dit-il, démonter les éoliennes. Non, celui qui en a pris plein son grade pendant plus d'une heure, c'est Emmanuel Macron. Écoutez. Le candidat vous gorge d'annonces dont vous ne vous souvenez pas, et d'ailleurs vous ne perdez pas votre temps, puisque de toute façon, il ne les fera pas. S'il passe au bord de la mer, il est le meilleur ami des pêcheurs. Le voici qui passe à côté d'un champ, il est l'ami des agriculteurs. Il croise à Harki, il est leur meilleur ami, etc., etc. Mais il a oublié de prévenir la représentation du président. Et voici que ce monsieur qui est entré par effraction veut y rester par dissimulation. Voilà qu'il va être président de l'Europe à partir du 1er janvier. Il va montrer l'exemple parce qu'il va être à la fois président de l'Europe, président de la France et candidat. C'est pas Superman, mais presque. Tout le monde sait qu'il est tricard. Tout le monde sait qu'il tient pas la longueur. Antoine Léaumont, ce mot de tricard, c'est celui qui n'est pas désirable. Or, on voit que Emmanuel Macron, il est crédité de plus de 25% dans notre dernier sondage IFOP, que sa cote de popularité aujourd'hui dans le JDD, elle est de 40%. Il a pris 2 points. Est-ce que vous cautionnez ce mot de tricard qui est quand même assez dur ? Complètement, mais mettons en commun louer soit Emmanuel Macron, puisque ça fait partie du jeu, mais Emmanuel Macron qui est à 25% quoi qu'il arrive dans tous les sondages, alors que si vous allez discuter un peu avec les gens dans la rue, ce qu'ils vous diront, c'est que globalement, ils ont des problèmes pour remplir leur voiture, pour payer le gaz, pour payer l'électricité, pour acheter de la bouffe, et que dans notre pays, alors qu'on avait 9 millions de pauvres quand Emmanuel Macron a commencé son quinquennat, il y en a aujourd'hui 10 millions, et que dans le même temps, les plus riches de notre pays sont passés de 500 milliards, les 500 familles les plus riches sont passées de 500 milliards d'euros de fortune à plus de 1000 milliards d'euros de fortune. Antoine Donc, Léaumont, on va parler notamment du prix du gaz. On va en parler dans un instant, mais la réalité des moyennes, on a montré aussi les files d'étudiants notamment qui demandaient à avoir de la nourriture. Mais, pardon, quand même, le chômage, c'était le symbole par excellence. 9,5 au début du mandat d'Emmanuel Macron. On est descendu à 7,6% après l'énorme crise du Covid. Est-ce que ça vous retire pas terriblement un argument ? Mais c'est pas vrai. Le nombre de demandeurs d'emploi augmente. C'est l'INSEE. Non, mais justement, l'INSEE fait ses chiffres à partir du BIT, c'est-à-dire les chiffres de l'INSEE sont basés sur un taux d'inactivité qui est sur une durée de plus d'1 an, etc. etc. Si on regarde le nombre de demandeurs d'emploi, il augmente. Donc encore une fois, c'est des chiffres qui sont en trompe-l'œil et qui dépendent des statistiques que vous regardez. Mais maintenant, je veux répondre sur un point. Même 7% de chômage, même si on était réellement à 7% Oui, de c'est toujours chômage, trop, on est bien c'est d'accord. toujours trop. Oui. Et tant qu'il y aura Enfin, 7% c'est de historique chômage- depuis 2008. Mais vous C'est avez quand quand même même pas mal. il C'est faut difficile. faire un Roquette. plan, simplement pour aller jusqu'au bout, et ça posera des questions aussi à la droite. Avant, la droite était gaulliste, elle défendait un État investisseur, C'était mieux avant, hein. un État planificateur. Désormais, ils sont tous devenus des libéraux. Vous parliez tout à l'heure des frontières. Très, Il y a très bien. une question sur les frontières dont on ne parle jamais, celle du protectionnisme. Nous sommes, je crois, les seuls dans ce pays à proposer que on interdise le glyphosate, mais qu'également on mette en place des mesures protectionnistes aux frontières de notre pays pour faire en sorte que ces produits ne soient pas importés dans notre pays. dès Alors, lors la qu'il y a du réponse du Voilà un libéral. exemple Là, vous pour avez un aider les libéral de droite en agriculteurs. face. Alors, ce qui est vrai, c'est que probablement que votre parti est le plus protectionniste. Éric Zemmour aussi, il est protectionniste, mais lui, il veut plutôt mettre des barrières un peu plus loin, en considérant que la France ne peut rien faire toute seule. En plus, vous dites les Français ont perdu en pouvoir d'achat. En fait, non.
Parce que c'est vrai qu'il y a ce moment difficile sur le prix de l'énergie, mais je pense que les Français n'ont pas oublié qu'ils viennent d'avoir, depuis 1 an et demi maintenant, le président de la République le plus dépensier de l'histoire de la 5e. Veut dire, les gens n'ont pas oublié le chômage partiel. Ils n'ont pas oublié qu'il y a des dizaines de milliards d'euros qui ont été donnés pour aider pas seulement les multinationales que vous aimez tant, mais aussi les petits artisans. Le quoi qu'il en coûte. Le quoi qu'il en coûte. Et donc, du coup, si vous voulez, aujourd'hui, dire Jean-Luc Mélenchon, pardon, pas Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron, c'est l'ami des puissants qui affame le peuple, je pense que vous êtes inaudible. Alors, je vais répondre sur 2 points. D'abord, sur Éric Zemmour, les premières barrières qu'il essaye de mettre, c'est pas à l'extérieur de la France, c'est à l'intérieur, c'est dans le peuple français. Il essaie de diviser les gens entre les musulmans, les autres, les immigrés, les autres, etc., etc. Mais simplement pour répondre sur ce qu'a fait Emmanuel Macron. Si Emmanuel Macron a appauvri l'État lui-même en supprimant l'ISF qui nous fait perdre 3 milliards d'euros par an. Et France Stratégie a dit que ça ne servait absolument à rien. Donc cette politique qui nous coûte 3 milliards d'euros par an ne sert absolument à rien. Antoine Léaumont, je me permets de vous interrompre. On continue la discussion dans un instant sur ce thème précisément. Vous ne serez pas du tout frustrés. Effectivement, on va parler du pouvoir d'achat des Françaises et des Français, argument de Jean-Luc Mélenchon, mais aussi Marine Le Pen qui contre-attaque sur ce point. Oui, Marine Le Pen qui contre-attaque, et on reviendra aussi sur l'entente impossible entre Marine Le Pen et Éric Zemmour. Ce soir, Jordan Bardella tend la main justement aux polémistes en disant qu'il pourrait très bien devenir le Premier ministre de Marine Le Pen. Rendez-vous à tout de suite. Bien, dans un instant, d'abord les essentiels LCI avec vous, Anne. La nouvelle main tendue du Rassemblement national à Éric Zemmour, elle vient ce soir sur LCI de Jordan Bardella, le président par intérim du parti, 24 heures après que Robert Ménard a imploré Marine Le Pen et le polémiste à se rencontrer. Probablement viendra le temps où nous nous rassemblerons parce que je crois que le moment est trop grave. Un Éric Zemmour, Premier ministre de Marine Le Pen, c'est possible ? Mais il aura toute sa place dans un gouvernement de Marine Le Pen, bien sûr. La victoire est possible, elle est même à une portée de petits points. C'est le sentiment de Jean-Luc Mélenchon qui a clos la convention de la France Insoumise. Un discours de plus d'1 heure devant 2000 personnes depuis le congrès des expositions de Reims. Jean-Luc Mélenchon qui, à plusieurs reprises, s'en est pris de façon plus ou moins véhémente à Emmanuel Macron. Le retour d'un nouvel ambassadeur français, cette fois la France n'y est pour rien, c'est Nicolas de Bouillane de Lacoste qui a quitté le Bélarus après que Minsk lui a demandé de le faire avant demain. Pas encore de précision concernant ce renvoi, mais selon des médias biélorusses, l'ambassadeur n'a jamais présenté ses lettres de créance au président Alexandre Loukachenko. Lui est ressorti de l'hôpital le pouce levé. Bill Clinton a quitté l'hôpital de Californie en compagnie de son épouse Hillary. L'ancien président américain y aura passé 5 nuits pour une infection. Le risque de Covid a été écarté, mais pas de problème cardiaque non plus. Suite à cet incident, il a annoncé avoir revu son régime alimentaire. Il n'y a qu'à Marseille qu'on voit cela. Voilà quelques-uns des avis notre météo. Demain, après le beau temps de ce week-end, les nuages seront présents cet après-midi, ce lundi après-midi sur le quart nord-ouest du pays, tandis que les perturbations s'installeront depuis la pointe bretonne jusqu'au Pays Basque. Côté température, la minimale est de 16 degrés à Cherbourg. Il fera entre 18 et 22 degrés sur une majeure partie de l'Hexagone et jusqu'à 26 degrés du côté de Biarritz. Et puis un rendez-vous demain à ne pas manquer. Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste, sera l'invité demain de Jean-Michel Apathy. L'occasion peut-être de revenir sur le début de campagne très compliqué d'Anne Hidalgo. Il est l'heure de citer Clémenceau. Vous vous rappelez la citation ? On ne ment jamais autant que pendant les campagnes, pendant la guerre et... Après la chasse. Ah ben voilà, quand même. Voilà, l'homme de droite, quand même, il y a du ressort. C'est la foire aux cadeaux, aux promesses, notamment sur la question du pouvoir d'achat. Vous êtes chasseur, Guillaume Roquette ? Ah voilà, on ne se refait pas. Et Anne, c'est vraiment la foire aux promesses. Oui, alors je ne vous ai pas tout listé, mais ce qui revient dans pas mal de programmes à gauche, tout d'abord, c'est la hausse du SMIC, actuellement à 1 256 € net. Yannick Jadot veut l'augmenter de 10%. Anne Hidalgo, qui veut aussi doubler le salaire du personnel enseignant, en souhaite une augmentation de 15%. Chez Jean-Luc Mélenchon, on veut le fixer à 1 400 € net. Yannick Jadot qui a annoncé aussi aujourd'hui qu'il mettrait en place un chèque énergie de 400 € par an pour les ménages les plus modestes. Ça concerne 5 800 000 ménages et de 100 € pour les classes moyennes, dit-il, qui souffrent aussi. À droite, Valérie Pécresse veut augmenter le net de votre fiche de paye de 10%. Xavier Bertrand veut octroyer une prime au travail à tous les salariés et les indépendants qui gagnent moins de 2 000 € bruts, qui seraient versés directement, là aussi, sur le bulletin de salaire. Et pour les salariés, et dans les entreprises de moins de 10 salariés, qui réalisent des bénéfices, une prime sans impôt et sans charge qui pourra atteindre jusqu'à 2 000 €
par an. Du côté du Rassemblement national, Marine Le Pen veut, elle, ça a fait beaucoup d'encre, couler beaucoup d'encre, ses propositions, nationaliser les autoroutes, privatiser l'audiovisuel public, mais aussi rendre le train gratuit. Alors pour qui ? Écoutez, c'était l'une des 2 propositions hier qu'elle a formulées lors de son déplacement à Pernes-les-Fontaines dans le Vaucluse. J'ai toute une série de propositions, j'ai commencé déjà à en exprimer. Premièrement, je vais rendre le train gratuit pour les 18-25 ans aux heures creuses, c'est-à-dire que les jeunes pourront voyager gratuitement aux heures creuses. Et ça, je pense que c'est un coup de pouce considérable et pour les jeunes et pour les familles qui ont encore leurs jeunes qui sont à charge. Évidemment, je baisse le prix de l'essence en passant la TVA de 20 à 5,5 parce que je considère que l'essence, le fioul, le gaz, l'électricité, eh bien, ce sont des biens de première nécessité. Donc il n'y a aucune raison qu'il y ait une TVA à 20% comme c'est le cas actuellement. Réaction à chaud du politicien de vieille expérience qui a vécu beaucoup de campagnes. Oui, je crois que ils se trompent tous et je pense qu'ils ne sont crédibles devant personne. Je ferais presque une nuance pour Madame Le Pen qui, c'est pas plus crédible globalement, mais enfin moi, elle explique un tout petit peu comment et pourquoi elle va faire les choses. Pour le reste, il y a plein de choses à dire sur le pouvoir d'achat. On a vu, et il y a un effort, plus qu'un effort à faire sur tous les fameux invisibles. Une partie a été faite avec le Ségur, mais ça reste largement insuffisant. Il y a des raisons économiques d'augmenter les salaires, mais pas de cette façon, pas décidé par le haut, pas d'une façon indéterminée. Donc je pense que ça ne résonne pas. Et je pense qu'une partie du discrédit, j'en termine là, une partie du discrédit de beaucoup de responsables politiques vient de cet abandon. Ils croient ramasser des électeurs, en fait, avec ces promesses. Et je crois que plus personne ne les croit véritablement. Et cependant, il y a un moment, Soisy Kemener, pression sur le gouvernement, pression sur Emmanuel Macron. On l'a rappelé, très bon score en l'état d'Emmanuel Macron, mais la question du pouvoir d'achat, notamment du gaz, on va y revenir, ça pèse. Oui, d'ailleurs, c'est le paradoxe du moment, c'est-à-dire qu'effectivement, on commence à peine à sortir du quoi qu'il en coûte. L'idée, c'est le moment où le président de la République a fait l'inverse de ce qu'il professait des années auparavant. Donc, sur le pouvoir d'achat, il y a eu finalement un effort qui a été considérable, enfin, d'un point de vue économique. Et puis maintenant, effectivement, vous l'avez dit, il y a l'augmentation du prix des gaz, il y a le litre de gasoil qui est à son plus haut niveau historique. On attend 10% d'augmentation d'électricité l'année prochaine dans la facture. Les loyers ont augmenté en 2021, le prix de l'alimentation avec l'augmentation du prix des matières premières. Donc effectivement, ça fait beaucoup. Il y a une grosse inquiétude au gouvernement. On surveille de très près, justement, toutes ces questions-là, avec une annonce normalement cette semaine justement sur le carburant, parce qu'évidemment le carburant, ça rappelle de très mauvais souvenirs. On se retrouve immédiatement à l'automne 2018 et à l'époque, le gouvernement n'avait pas pris du tout la mesure de ce qui était en train de se passer dans le pays. Donc là, l'idée, c'est d'essayer de comprendre, mais on est peut-être déjà un petit peu tard. Un mot là-dessus, en particulier le carburant, l'électricité, le gaz, c'est vraiment au centre. Oui, alors je vous ai pris les prix du carburant en moyenne et par litre. Regardez par rapport à cette période de novembre 2018, la moyenne sur les 15 premiers jours d'octobre 2021, ça nous donne pour le gasoil 1,54 €, justement, alors que c'était en novembre 2018, 1,43 € le litre. Pour le samplon 95, en octobre 2021, sur les 15 premiers jours, on est à 1,61 €. En novembre 2018, c'était 1,43 €, donc augmentation de 18 centimes sur un plein. Ça commence à chiffrer. Et face à cette envolée de prix, les Gilets jaunes, ils ont commencé tout doucement, depuis hier, à réinvestir de façon timide, mais réinvestissement quand même, quelques ronds-points du côté de Caen, Châlons-en-Champagne. Vous le voyez, ils se mobilisent sur les réseaux sociaux, Villeurbanne, Pau. Ils se remobilisent via le hashtag Gilets jaunes saison 2. Le gouvernement, Soisy Clady, dit suivre ce début de mouvement de près. Il pourrait faire des annonces, un chèque carburant, pourquoi pas, dans les prochains jours. Écoutez ce qu'a dit Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur, qui était l'invité cet après-midi d'LCI. Personnellement, je pense qu'effectivement, il faut agir. Et c'est du reste la recommandation que nous faisons, nous, à la Commission européenne. Donc on a beaucoup travaillé pour proposer précisément à l'ensemble des États membres, des 27 États de l'Union européenne, un certain nombre de mesures qui sont à leur disposition, qu'ils peuvent prendre de façon exceptionnelle. Antoine Léaumont, on a entendu les 2 mots qui résonnent fortement, qui ont résonné gilet jaune. Du côté des Insoumis, vous avez eu des relations parfois compliquées, proximité ou critiques avec les gilets jaunes. Est-ce que ça peut revenir ? Bien sûr, non, mais on n'a pas eu des relations de critique, on a eu des relations de proximité, puisque beaucoup d'insoumis ont eux-mêmes mis le gilet jaune et certains sont allés dans étaient la plus rue. proches de l'extrême droite que de l'extrême gauche.
Je crois pas. En tout cas, ce qui était porté dans les propositions des Gilets jaunes, c'était l'augmentation du SMIC, le référendum d'initiative citoyenne, un certain nombre de mesures qu'on retrouvait déjà dans le programme de Jean-Luc Mélenchon en 2017 et qui, par ailleurs, sera de nouveau porté en 2022 par Jean-Luc Mélenchon. Maintenant, sur les propositions sur les prix du carburant, il y a deux logiques. Il y a la logique... encore appauvrir l'État, encore faire payer ça à tout le monde, c'est-à-dire l'échec énergie, c'est-à-dire la baisse de la TVA, etc. etc. Ça, c'est la logique traditionnelle de Macron, Le Pen et compagnie. Nous, on a une logique qui est différente. On regarde ce qui s'est passé les années précédentes. Et l'année dernière, Total a versé 7,6 milliards d'euros de dividendes. Si on veut chercher de l'argent, on peut peut-être à un moment donné dire aux compagnies pétrolières que ça commence à bien faire de se faire du fric sur le dos des Français. Donc l'une des mesures les plus simples et que nous proposons, c'est le blocage des prix. Ça, c'est une mesure qui ne touche ni à l'argent que gagnent les Français collectivement avec les impôts et les taxes. Commentaire, si vous voulez bien. Est-ce que c'est faisable? Oui, c'est faisable, ça a déjà été fait. Et pas seulement par nous, d'ailleurs. C'est un peu, si j'ai bien compris, ce que veut faire le gouvernement, non, avec son bouclier anti-augmentation. Je pense que fait après l'augmentation des prix du gaz. Le bouclier anti-augmentation intervient au lendemain de l'augmentation des prix du gaz. C'est quand même une blague. Alors, sur le fond, moi, je pense que je prends mon risque. On ne va pas voir revenir les gilets jaunes. D'abord parce que la psychologie des gens n'est pas la même. En 2018, les gilets jaunes ont le sentiment que l'État ne les aime pas. Et qu'il les méprise, et que c'est l'État lui-même qui leur met la tête sous l'eau avec la taxe carbone. En l'occurrence, là, je pense que tout le monde a compris que le gouvernement est bien embêté par ce qui arrive. Et que c'est une hausse mondiale des prix de l'énergie, et qu'Emmanuel Macron, plus ou moins habilement, avec son chèque, avec son bouclier, même si on ne comprend pas très bien comment ça va marcher concrètement, il fait de son mieux. Et donc, je pense qu'il n'y a pas ce ressentiment qui sort des tripes. Et puis, il faut quand même relativiser les choses. On sort de cette pandémie, le pouvoir d'achat n'a globalement, parce que ce sont des moyennes, pas baissé. L'essence, c'est important, mais l'essence, en moyenne, dans le budget d'un Français, c'est 4% des dépenses. Ça a augmenté de 20%. Ça fait 0,8% d'impact sur le budget des Français. Donc, je ne pense pas, moi, qu'il va y avoir un mouvement de fond contre ça. La croissance, ce mot magique de croissance, on est tombé à -8 à cause de la crise, on remonte de 6, on récupère presque la croissance. Objectivement, est-ce que ça, c'est pas une réussite de ce gouvernement et d'Emmanuel Macron ? Il y a un rebond, d'abord. Ensuite, il faudra voir... Quand on compare au catastrophisme d'avant, c'est pas mal. Oui, mais bon, moi, j'ai jamais été non plus pour un grand catastrophisme, donc je suis plus mitigé sur ce rebond. On a perdu beaucoup, on rebondit. C'est tant mieux, et ça se passe plutôt bien, plutôt mieux d'ailleurs dans notre pays qu'ailleurs, etc. Maintenant, on sait bien qu'on n'a pas gagné la problématique et de ce que les économistes appellent la croissance potentielle, c'est-à-dire dans la durabilité, les effets de la croissance. Et puis on a devant nous, parce que on tourne autour du pot sur le pouvoir d'achat, on a un énorme problème de transition énergétique. Et évidemment, il y aura un problème avec l'essence, le gasoil, la taxe CO2, etc. Alors après, on peut dire c'est pas grave, c'est les autres qui paieront. Ça, c'est sûr. Mais c'est pas totalement crédible. Il va bien falloir qu'il y ait des changements de comportement de façon à ce que ce que nous dépensons, ça ne soit plus exactement la même chose de la même façon. Alors, c'est une contre-attaque à droite et à gauche. On va entendre dans un instant le camp de Marine Le Pen. C'est essentiel pour elle si elle veut notamment tenir le choc face à la concurrence zémourienne. Mais conclusion de l'autre camp. Non, simplement sur les gilets jaunes et le retour des gilets jaunes, pendant que vous disiez que c'est pas la faute du gouvernement, moi je voyais une pancarte dans les images que vous diffusiez qui était Macron pompe à fric ras-le-bol. Donc je pense qu'ils ont bien identifié où était l'ennemi. Ensuite ils ne sont pas très nombreux sur les ronds-points pour l'instant. Pas nombreux pour l'instant, mais vous allez voir. Après il y a aussi une élection. Peut-être que les gens se disent que le moyen de régler les problèmes, ça va être dans l'élection. C'est pour ça que moi je suis très optimiste sur le fait que à la fin Jean-Luc Mélenchon l'emporte. Les problèmes qui sont ceux posés pour les gilets jaunes sont réglés par le programme L'Avenir en commun. Donc, allez-y. Vous ne savez pas mesurer, ça a duré longtemps les Gilets jaunes, Mélenchon a beaucoup investi, etc. Vous n'avez pas encore mesuré que ces gens-là n'allaient pas dans la direction qui est la vôtre? Je peux d'ailleurs presque le regretter, mais je veux dire, c'est clair que
l'essentiel de ce qu'ils sont, leur identité, Moi, ne j'ai va pas manifesté- dans le sens de Bah, ce que... Écoutez, moi j'ai manifesté beaucoup avec les Gilets jaunes quand le mouvement des Gilets jaunes était puissant. Je suis allé faire des interviews de Gilets jaunes. En fait, c'est ce que je faisais pendant le mouvement des Gilets jaunes sur ma chaîne YouTube. J'allais les voir et je leur disais pourquoi vous êtes là, pourquoi vous êtes dans la rue. Toutes les choses qui m'ont été dites. Il y a une personne en particulier qui m'a marqué et je vais vous dire sa situation parce que j'attends de voir comment cette personne-là est censée s'en sortir dans la vie. Une mère de famille qui a 4 enfants à charge, 600 € par mois. Comment les gens sont censés s'en sortir avec un prix de l'essence à ce niveau-là? Ça n'est pas possible. Donc oui, il y a un problème de pauvreté dans notre pays. C'est pas seulement un problème de pouvoir d'achat, c'est un problème de pauvreté. Et tant que le pouvoir politique ne réglera pas ce problème, tant qu'il donnera en plus l'impression de n'en faire que pour les riches et rien pour les autres, alors il y aura non seulement des mouvements populaires dans la rue, mais de la colère qui va s'exprimer, je l'espère, politiquement dans les urnes. Et nous, ce que nous proposons, c'est une sortie par le haut à cette situation-là. Si jamais ce n'est pas une sortie pacifique, la sortie, à mon avis, risque d'être bien plus violente que celle que nous proposons, nous. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme toujours, j'espère que ce que j'ai dit vous a plu, vous a intéressé. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche. Je vous invite aussi à partager cette vidéo et à mettre des petits pouces bleus pour l'aider à monter dans les tendances. Et puis comme toujours, je vous invite aussi à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé parce que je l'ai dit, ça m'aide beaucoup et je trouve toujours très intéressant ce que vous me dites sur ces passages télévisés. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!